Ces 15 dernières années, plus de 12 000 ouvrages ont été partiellement ou totalement détruits sur les rivières de France. 80% de ces ouvrages sont des chaussées de moulins à eau, petits barrages en pierre munis de vannes que l'on retrouve tous les 500 mètres à 2 km de toutes les rivières de France. Cette politique est critiquée par certains parmi les meilleurs spécialistes des eaux. Selon eux, la destruction de ces milliers de petits barrages a eu pour conséquence 1. D'aggraver les inondations dans les parties moyennes et inférieures des bassins versants, là où la vallée se resserre pour des raisons géologiques, verrous ou anthropiques, construction. 2. Sur certains tronçons de rivières, lors des bas débits estivaux, d'étendre le linéaire et la durée des assecs, détruisant de ce fait les milieux naturels aquatiques. 3. D'accentuer les pénuries d'eau par vidange forcée de la nappe supérieure des nappes alluviales de nos vallées, ce qui peut représenter plusieurs milliards de mètres cubes d'eau douce sur l'ensemble du territoire. Les animations qui vont suivre ont été visées par M. Christian Lévesque, hydrobiologiste et co-auteur du livre « La gestion écologique des rivières françaises, regard de scientifique sur une controverse » et M. Pierre Potera, géologue auteur du livre « Si les truites pouvaient parler », qui explique sur un cas d'espèce les conséquences observées par plusieurs acteurs locaux de la destruction des chaussées de moulins de rivières de têtes de bassin de la Seine et de l'Ours. Pierre Potera a également publié 2 avis circonstanciés sur les inondations survenues dans le Pas-de-Calais en novembre 2023 et sur la Vilaine en janvier 2025 et leur lien avec la destruction des ouvrages. Ces schémas ne sont pas à l'échelle et ne forment qu'une représentation permettant d'expliquer simplement les phénomènes décrits. Voici représentée une rivière de plaine ou lit mineur, la vallée qu'elle a creusée au fil des siècles avec au fond le lit majeur, et de part et d'autre de cette vallée, les versants résultant de l'érosion du plateau généralement carbonaté. Notez que les villages bordant la rivière se situent toujours sur l'un des versants de la vallée, afin d'éviter d'être inondés lors des fortes pluies qui peuvent provoquer le débordement de la rivière, lit mineur, dans la plaine d'inondation, lit majeur ou plaine alluviale. Sur la rivière, en bas du village, son moulin et son organe principal, la chaussée, qui barre le lit mineur sur une faible hauteur. La chaussée a pour fonction d'élever le niveau de la rivière de l'ordre du mètre, formant ainsi une chute d'eau. Cette élévation est reproduite sur le plan de coupe de la vallée et de la rivière, et sur son profil en long. C'est cette chute d'eau qui entraîne la roue du moulin. Le moulin est situé le plus souvent sur un bief, évoquant les canaux construits par les castors, nous y reviendrons, qui est un canal ou rivière secondaire creusé de main d'homme permettant de dériver les eaux de la rivière en pied de versant de la vallée, protégeant ainsi partiellement le moulin des inondations. Voici une vue plus précise du moulin sur son bief et sa vanne de garde que l'on ouvre et que l'on ferme pour entraîner la roue. En amont et en aval de ce moulin, d'autres moulins et leurs chaussées, que l'on retrouve échelonnés tous les 500 mètres à 2 km de rivière en fonction de sa pente. Cette succession de chaussées de moulins ralentit la vitesse des eaux comme matérialisée sur le plan de profil en long en créant 3 régimes. Eau courante, à l'aval de la chaussée, eau à vitesse moyenne entre les 2 chaussées, et eau lente en amont de la chaussée suivante. Voyons maintenant la même rivière après destruction de la chaussée du moulin. Cette destruction va abaisser le niveau d'eau en amont de la chaussée sur plusieurs centaines de mètres. À cette baisse de niveau de l'eau s'ajoute l'accélération de leur vitesse, matérialisée par le nombre de flèches sur le profil en long. La baisse du niveau va également entraîner la baisse progressive de la nappe alluviale, dont le niveau est calé sur celui de la rivière. Ce schéma d'une rivière avec et sans chaussée correspond à une situation de printemps ou d'automne, lorsque les débits sont moyens sur la rivière. Voyons maintenant ce que cela donne au long de l'année, et en particulier l'été, lorsque très peu d'eau circule dans la rivière, période d'étiage, et l'hiver lors des crues. L'été, les débits baissent fortement sur les rivières et amorcent les étiages estivaux. La chaussée maintient un niveau d'eau élevé à l'amont, ainsi qu'un important volume d'eau. Ces volumes d'eau stockés en hiver et au printemps sont maintenus quasiment constants, aussi bien dans la rivière que dans la nappe alluviale, en début du faible débit d'eau dans la rivière. Notons qu'en cette période, la nappe alluviale élevée peut soutenir le débit de la rivière à l'aval de la chaussée en lui restituant lentement son eau conformément à la loi de Darcy. Voyons maintenant la même situation l'été sans la chaussée. Les eaux n'étant plus retenues et en raison de la pente du lit mineur, le niveau de celle-ci baisse plus ou moins rapidement, parfois jusqu'au tarissement. Même chose pour le bief. Et avec la disparition des eaux, disparaissent écrevisses, anguilles, brochets, truites, qui peuplaient auparavant les eaux. Notez que la partie supérieure de la nappe alluviale est plus basse que dans la configuration avec la chaussée. Sa hauteur dépend en effet de la hauteur des eaux de la rivière,
Et le trop court laps de temps que durent les crues ne permet pas de recharger efficacement cette nappe, environ 15 jours. Son très faible niveau dans cette configuration ne lui permet pas d'alimenter la rivière pendant l'étiage d'été. L'enfoncement du toit de la nappe alluviale consécutive à la destruction d'une chaussée provoquera également l'assèchement des zones humides bordant la rivière et détruira les milieux présents. Le moulin et ses organes hydrauliques, dont en particulier la chaussée, sont donc bien au cœur à la fois de la préservation des eaux de surface en été, mais également des nappes alluviales de nos vallées. Voyons maintenant la situation du cours d'eau et de la vallée en hiver, avec et sans seuil. L'hiver, les débits augmentent fortement, jusqu'à 10 fois le débit moyen interannuel. Si les pluies tombent en abondance et sans discontinuité pendant plusieurs jours, les eaux saturent les sols, puis ruissellent vers la mer. Les rivières se gonflent. Le meunier ouvre les vannes progressivement pour évacuer l'excès de débit. Lorsque le débit de la rivière dépasse les sections de vannes et que les eaux s'évacuent de moins en moins bien à l'aval, elles vont s'élever et déborder dans le lit majeur ou pleines d'inondations. Le niveau d'eau en amont de la chaussée étant proche de la berge, ces débordements sont ainsi facilités sur l'ensemble du bassin versant. Voyons maintenant la situation avec et sans chaussée de moulin sur un bassin versant. Lors de crues importantes, grâce à la succession des chaussées, le niveau des eaux et de la rivière et de ses affluents va s'élever doucement, progressivement, de façon assez homogène sur l'ensemble du bassin versant. Si le débit continue d'augmenter et que le lit mineur est saturé d'eau, la rivière va alors déborder sur d'importantes portions du lit majeur, et en particulier en amont des chaussées de moulins, et finir par l'occuper dans sa totalité en cas de creux prolongé, stockant ainsi de grands volumes d'eau de manière transitoire. Sans la chaussée, la situation est différente. Le niveau des eaux en amont de la chaussée est à l'origine beaucoup plus bas, de 1 m à 1,50 m. La vitesse des eaux est plus importante, et un surcreusement supplémentaire s'opère par érosion. Les eaux vont s'évacuer plus vite à l'aval, n'étant plus ralenties par la succession des chaussées, et déborderont moins facilement lors de débits de crue. Si l'on passe à l'échelle d'un bassin versant, voilà ce qu'il se produit lors de fortes pluies. Le débit augmente, et les eaux s'écoulent sans être ralenties par la succession des chaussées. Elles accumulent de la vitesse, du volume et de l'énergie, à mesure que l'on se trouve plus en aval du bassin versant. Les portions aval du cours d'eau vont donc recevoir rapidement une grande quantité d'eau. Si les pluies se poursuivent, les eaux dont le débordement dans le lit majeur était facilité grâce à leur élévation par la succession des chaussées ne débordent que beaucoup plus tardivement en amont. Les eaux vont donc s'accumuler à l'aval et déborder dans les sections de vallées rétrécies pour des raisons géologiques, verrous rocheux, ou anthropiques, endiguements, de manière rapide et importante. Ces débordements seront donc potentiellement plus dangereux et dévastateurs. Peu de temps après la fin des précipitations, la rivière rentre rapidement dans son lit mineur, si bien que nous parlerons de crues éclairs. Voici les deux courbes de débit tout à l'aval du bassin versant, avec et sans les chaussées de moulins. Dans le premier cas, les chaussées ralentissent les eaux et facilitent les débordements dans les lits majeurs. Elles ralentissent ainsi la progression des débits à l'aval et atténuent la rapidité et l'ampleur des inondations. A l'inverse, l'absence de chaussée limite les débordements précoces de la rivière en amont, concentre tout le flux de l'eau à l'aval et accélère et accentue la montée des eaux et la dangerosité et gravité de l'inondation. On remarquera sur la courbe en cloche, représentant le débit à l'aval du bassin versant avec ses chaussées, qu'après l'épisode pluvieux qui a vu le débit monter doucement, le débit diminuera tout aussi doucement puisque les eaux stockées dans les lits majeurs amont lors de la crue s'évacueront progressivement. Ajoutons que ces débordements saisonniers de la rivière, facilités par les chaussées des moulins, sont primordiaux pour alimenter la nappe alluviale. Les alluvions des vallées peuvent stocker par tranche de 1 mètre jusqu'à 250 000 m3 d'eau douce par kilomètre carré. Ajoutons également que le ralentissement de l'écoulement de l'eau grâce à la succession des chaussées améliore leur qualité. En effet, les eaux ralentissent et purent naturellement par sédimentation, puis dénitrification de ces sédiments grâce à leur consommation par des bactéries. L'accélération de la vitesse des eaux interdit ce processus d'épuration. Les petits étangs sur des ruisseaux peuvent également abaisser fortement la charge en substances nocives, et en particulier en produits phytosanitaires en plus des nitrates. Voici ce que dit notamment la plus importante étude française à ce sujet. D'une manière générale, tout ce qui permet de ralentir l'écoulement de l'eau dans la rivière et de favoriser les échanges entre le cours d'eau et les sédiments, que ce soit la présence de seuils, chaussées, et de mouilles, de méandres, de chenaux secondaires, d'embâcles, favorise aussi l'épuration de l'azote par dénitrification. Loin d'avoir dénaturé nos rivières comme le prétend la doctrine en vigueur,
Ces milliers de petits barrages anciens de moulins n'ont fait que succéder à ceux des castors, de même hauteur modeste. L'ensemble des études scientifiques consacrées aux barrages de castors confirment qu'ils limitent les inondations, nourrissent les nappes alluviales et profondes, préservent les débits et les eaux de surface l'été, et favorisent le développement de l'ensemble des espèces et en particulier des poissons. Admirablement adapté à la saisonnalité marquée des pluies sur notre territoire, le remarquable patrimoine économique, hydraulique et écologique des moulins est injustement attaqué et détruit depuis plus de 15 ans. 5 spécialistes des eaux, dont messieurs Lévesque et Potera, ont signé un avis circonstancié en 2023 appelant à respecter le choix des assemblées que soit préservé ce patrimoine et qu'il cesse d'être détruit par des financements publics, sauf à vouloir aggraver une situation déjà extrêmement préoccupante sur bien des bassins où ont été détruits l'essentiel de ce patrimoine.